Des téléspectateurs de la RTNC, le journal ne pourra pas être diffusé à l'heure parce que simplement nous commençons ce briefing après un conseil de ministres avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avec qui nous allons parler des progrès enregistrés notamment sur le front diplomatique et militaire ces derniers jours pour faire le point de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, nous voulons saluer l'élan massif observé après l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République. Vous avez vu, à la suite de ce que le président avait fait comme appel, des jeunes s'est mobilisés dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Vous avez vu les prêtres, la SENCO, des hommes politiques, tous répondre à l'appel massif parce qu'il s'agit ici de défendre ce qui nous est à tous les plus précieux, la mère patrie, la République démocratique du Congo. Nous revenons avec le vice-premier ministre, nous sommes arrivés d'ailleurs cette nuit de Sharm el-Sheikh où nous participions avec la collègue de l'environnement à la COP 27. Nous reparlerons de la COP à son retour, mais en marge de cette réunion de la COP, il y avait une réunion de haut niveau de consultation de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais bien avant que nous nous y rendions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait séjourné à Luanda autour du président Lorenzo et du ministre des Affaires étrangères angolais Tété, ainsi que du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, pour faire le point de la feuille de route qui avait été convenue. Et donc, dans la tradition qui est la nôtre sous la direction du Premier ministre Sama Lukonde, nous revenons au devant du peuple congolais à travers vous pour faire le point de la situation générale au plan diplomatique, mais aussi vous suivez les nouvelles du front. Le moment venu, nous communiquerons, mais vous avez vu que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, notamment avec l'implication des forces aériennes, pour être sûr que nous défendons chaque centimètre de notre territoire. Le président avait parlé des sacrifices suprêmes. Nous tous nous sommes engagés sur la voie de restaurer la fierté de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes coutumier de cet exercice. Nous vous avons voulu ce soir pour apporter des éléments à l'opinion nationale au regard de différents progrès qui ont été enregistrés sur le front diplomatique. C'est vous qui êtes les générales sur ces fronts. Nous serons heureux d'avoir vos inputs par rapport à toutes les missions que vous avez effectuées. Nous faisons d'ailleurs ces briefings vendredi soir spécialement parce que le vice-premier ministre doit encore reprendre l'avion pour continuer le travail qu'il fait. Il est épuisant, mais il est à la fois exaltant parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Sur le plan diplomatique, vous avez dit que j'étais le général. Je crois que le général, c'est le président de la République, qui est le premier diplomate. Moi, je suis peut-être le commandant des opérations sous ces plans-là. Oui, il y a eu certainement des avancées importantes. Je crois que l'opinion nationale et internationale a suivi les prises de position de certains partenaires qui rejoignent de plus en plus notre façon de voir le processus de paix se dérouler et devenir un processus finalement prometteur. Pour être plus concret, les faits marquants sont les suivants. Premièrement, vous l'avez certainement dit, il y a eu la rencontre de Luanda, je crois que c'était le dimanche, non, le samedi de la semaine dernière. Nous avons eu une réunion à 2 niveaux. D'abord, au niveau ministériel. Mes collègues de Rwanda, Vincent Biruta, et moi-même, sous bien sûr la médiation du collègue de l'Angola, Antonio Tété. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau des chefs de service d'intelligence. À notre niveau, vous avez suivi le communiqué, au niveau des chefs d'intelligence, ils devaient poursuivre les discussions. Ça n'a pas été sanctionné par un communiqué parce qu'il y a eu des points de divergence qui n'ont pas été vidés. Ce qui est important, à mon sens, par rapport à ce processus, c'est que, nous avons décidé unanimement de relancer le dialogue parce que vous savez qu'avec les élections,
législatives et présidentielles qui se sont déroulées en Angola, il y a eu un peu, j'allais dire, une pause, parce qu'il fallait que ces élections se déroulent, et ça s'est bien déroulé, vous le savez. Donc il fallait relancer, là, nous tous nous étions d'accord. Étant entendu, bien sûr, que nous avons aussi le même point de vue, de la manière de résoudre la crise, c'est-à-dire que c'est marqué dans le communiqué que nous considérons que le dialogue diplomatique était le moyen le plus approprié, en tout cas le moins coûteux. Un deuxième élément, c'est que on a réaffirmé ce qui était déjà convenu dans la feuille de route de Luanda, et nous avons arrêté, pour ne pas dire que nous avons noté, parce que la décision était déjà prise au niveau du président Lourenço, que le mécanisme ad hoc de vérification des accusations des uns et des autres, mécanisme piloté par le général Joao de l'Angola et constitué des observateurs angolais, ce mécanisme allait démarrer illico presto. Et parce que vous êtes les hommes des médias et les femmes des médias, vous savez que depuis, je crois, le mardi, le général Joao est déjà à Goma avec son équipe. Notre officier de liaison, le général Sassa, est déjà là aussi. Vous avez vu les images. Et j'ose croire, parce que je ne l'ai pas vu, que du côté du Rwanda, l'officier de liaison devait être là aussi. Parce qu'il y a l'équipe, elle est angolaise, mais il y a un officier de liaison en général du côté congolais et un officier de liaison dont on nous a dit qu'il aurait été déjà nommé du côté de Rwanda. On pourra, lors des échanges précisés, donner une idée sur le travail à faire. Ça, c'est acquis, ça a démarré. Il y a aussi le fait que, je crois que c'est le troisième élément, nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire les ministres, nous avons convenu qu'il fallait, comme c'est concilié dans la feuille de route de Luanda, avoir des réunions de coordination avec nos collègues ministres, les autres ministres de la communauté d'Afrique de l'Est, et pourquoi pas étendre ces réunions aux collègues ministres des pays membres de la CIRGL. Et d'ailleurs, le principe, c'est qu'on a dit qu'il fallait des réunions de coordination à tous les niveaux, étant entendu, bien sûr, que le président Joao Lourenço lui-même est en contact permanent depuis longtemps avec le président Uhuru, qui aujourd'hui est médiateur, désigné par la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que le quatrième élément, c'est que le président Lourenço, qui nous a demandé, chacun à ce qui nous concerne, d'expliquer à nos chefs d'État respectifs les éléments de convergence, a décidé de reprendre langue avec le président Kagame et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Ceux qui suivent, qui ont le temps de suivre les infos, je pense qu'ils savent que le président Kagame, aujourd'hui, le président Lourenço, est aujourd'hui à Luanda, et demain, il arrive ici pour consulter notre chef de l'État, et par la suite, il verra dans quelle mesure, le moment venu, avoir une réunion élargie. D'abord, j'allais dire, première réunion au niveau de la CIRGL, et par la suite élargie, CIRGL et communauté d'Afrique de l'Est. Voilà, ça c'est Luanda en quelques mots. Deuxième fait marquant, c'est que, enfin, la force régionale est en déploiement. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est vous-même, les médias, qui diffusez les images et les infos. Nous avons vu qu'effectivement, en première séquence, le président Ruto a présidé une cérémonie, évidemment comme ça se fait dans l'armée, qui a lancé le coup d'envoi au déploiement. Au moment où nous parlons, il y a déjà des militaires kenyans qui sont à Goma, et ça va continuer, sans oublier que les troupes burundaises sont déjà là, du moins dans la partie
qu'elle devait occuper. Donc là aussi, c'est un processus qui a démarré de ce côté-là. Nous avons eu en dernière phase, en dernier élément, comme l'a dit mon collègue, le ministre de la Communication, nous avons eu, je crois, le lundi, à Sharm el-Sheikh, une réunion de consultation, pas un sommet des chefs d'État, organisé par le président Ndayishimiye, qui est le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, la réunion qui a connu la participation de Madame la présidente de la Tanzanie, le président du Burundi, qui a présidé, le président du Rwanda, le président du Kenya, et notre pays était représenté par Monsieur le Premier ministre. Bon, il manquait évidemment l'Ouganda et la République du Soudan du Sud. Là, il y a eu la même convergence, à savoir qu'il est temps d'appliquer les points sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord et de voir que le processus de paix avance comme il se doit, de manière à ce que, si vous voulez, on mette fin à cette agression. C'est moi qui utilise l'expression, je ne vais pas prêter l'expression à d'autres pays, et on mette fin en tout cas à la crise sécuritaire à l'Est et que le processus de Nairobi reprenne son bonhomme de chemin avec toutes les chances de réussite, c'est-à-dire en fait avec beaucoup plus d'efficacité, comme convenu dans tous ces volets politiques et militaires. Voilà, grosso modo. Bon, je crois que les comités de sanctions des Nations Unies, déjà ici à Kinshasa, on pourra en parler chemin faisant. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. Juste rappeler que ce week-end sera diplomatiquement chargé parce que nous recevrons le président Lorenzo, qui se trouve au Rwanda, comme vous l'aviez dit, le président honoraire du Kenya, le président Kenyatta. Ensuite est annoncé aussi le président de Guinée-Bissau pour voir dans quelle mesure on fait avancer les processus dans ces cadres. Alors on va ouvrir la série des questions avec Cheikh Bokassa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Cheikh Bokassa, CongoProfond.net. En liminaire, Monsieur le ministre Mouyaya, vous aviez salué l'adhésion populaire suite à l'appel du chef de l'État. Nous connaissons tous la versatilité de l'opinion congolaise autant que des élites politiques. Alors, d'ailleurs, certains ont adhéré juste pour être en phase avec l'opinion nationale. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire si aujourd'hui, cette élite, autant que l'opinion nationale, se retourne en cas de couac sur le terrain militaire. Et au ministre Lutundula, quelle garantie le gouvernement peut-il donner aux Congolais qu'après une position de refus avec des négociations avec le M23, ce dernier ne ressurgira pas à terme sous une autre forme et que le Rwanda ne trouvera pas d'autres supplétifs pour continuer sa guerre économique contre la RDC. Accessoirement, après les discours maximalistes du gouvernement contre le Rwanda, comment pourrait-on expliquer aux Congolais que la coopération avec les agresseurs d'aujourd'hui devrait continuer dans un sens ou dans un autre sans frustrer l'opinion nationale? Voilà. À votre première question, je n'ai pas bien compris. Que ferons-nous si cette élite d'opinion se retourne en cas de couac sur le terrain militaire? Je ne serai pas pessimiste. Je ne serai pas pessimiste parce que nous avions fait la dernière communication ici avec les porte-paroles de l'armée qui vous a dit que dans une guerre, on peut perdre la bataille et pas la guerre. Et donc moi, je considère la pire des hypothèses seront peut-être des batailles perdues, mais cette guerre, nous ne la perdrons jamais. Et je ne pense pas non plus que l'opinion peut se retourner dans la défense de la mère patrie. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation. À la suite de l'appel à la mobilisation, il a lancé un appel à la vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous les Congolais partout où ils se trouvent ont pris conscience du danger. Et les derniers appels de prêtres de la conférence épiscopale nationale du Congo est encore venu conforter
la démarche du président de la République. Et aujourd'hui, nous tous, et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure dans le compte-rendu, le président de la République a appelé à organiser la vigilance tant dans les niveaux scolaires, primaires, parce que nous tous devons intégrer dorénavant la culture de la défense de la patrie. Et donc, de ce point de vue, je suis sûr qu'il n'y aura pas de retournement. Bien évidemment, il y a des positionnements politiques des uns et des autres, mais sur ce qui concerne la défense de la patrie, il est hors des questions de mettre les intérêts politiciens avant, parce qu'on veut faire la politique, justement parce que le Congo est Congo, et lorsque le Congo est affecté, il n'y a plus de place pour faire des débats politiciens. Je veux donner la parole au vice-premier ministre pour répondre à vos deux questions. D'abord, un petit mot par rapport à la question qui vous a été posée. Je vous en prie. Je pense que la mobilisation des Congolais a commencé depuis longtemps. Elle n'a pas attendu le regain, si vous voulez, d'efficacité de nos forces armées. Donc on ne peut pas lier, on ne peut pas dire que les Congolais n'ont soutenu le combat que nous menons contre l'agression rwandaise sous le couvert du M23 et avec le leadership du président. Ils n'ont pas attendu ça pour soutenir. L'élan patriotique s'est manifesté depuis très longtemps. Donc moi je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'autre. Bien au contraire, peut-être ça va s'amplifier. Quelle est la garantie que après que nous allons maintenir en fait notre position de refus? Nous maintiendrons cette position. Je suis fondé à vous le dire au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Nous ne changerons pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement que nous en avons marre, le chef de l'État a dit aux Nations Unies qu'il faut en finir, que nous sommes déterminés à défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays, quel qu'en soit les prix. Non seulement qu'il y a cette nécessité vitale pour notre pays, mais également, nous sommes liés par la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, à l'époque c'était l'OUA, la convention de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, convention qui a été modifiée, je crois, en 2004 par le protocole d'accord d'Addis Abeba. Et je peux vous donner la définition du terroriste, si le collègue le permet. Je vous en prie. Je l'ai amené parce que les gens pensent que nous avons dit que l'M23 est un mouvement terroriste par, si vous voulez, excès de révolte, je ne l'ai pas dire par caprice, ou par une sorte de fantaisie. Voici ce que dit la Convention à l'article 1er, à l'alinéa 1er de son article 1er, point 3. Sur la prévention, on entend par acte terroriste tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État parti à la Convention, susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes qui occasionne donc l'acte ou peut occasionner des dommages aux biens privés, au public, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel est commis dans l'intention 1. D'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes. 2. De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations. 3. De créer une insurrection générale dans un État
partie. Voilà la définition de l'acte terroriste. Et donc, dans l'ordre de l'Union africaine, tout groupement qui commet ce type d'acte est qualifié de groupement terroriste. Voilà pourquoi nous disons que le 1-23 est un groupe terroriste. Donc ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Et tant que ça reste dans cette posture, croyez-vous que nous allons accepter de négocier avec les 1-23 sans violer ces dispositions impératives d'un instrument juridique fondamental dans la lutte, dans la prévention et dans la lutte de l'Union africaine contre le terrorisme? Loin s'en faut. Est-ce que vous croyez que vous, le Congolais qui nous suivez, vous êtes prêts à accepter cela? Je ne le crois pas. Donc, soyez rassurés, et le président l'a dit aussi, et à la suite du président, nous avons eu à répéter le président. Pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que le M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4. Il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans des cas d'espèce au M23. Nous n'échangerons pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. Nous sommes là. Chrétien, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il va changer ça? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la 12e conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire, c'était son expression. Qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Non, c'est la coopération. Donc, nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si cela est fait, je dis encore une fois, l'histoire étant ce qu'elle est, la politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Nous sommes ouverts à des discussions autant que faire se peut, étant entendu bien sûr qu'en la matière, la confiance et l'intérêt mutuel constituent des fondamentaux qui fécondent toute perspective de coopération et de partenariat mutuellement bénéfiques. Alors, s'il y a d'autres supplétifs, vous n'êtes pas en train de rêver, c'est possible. Tant il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que nos frères d'en face du lac Kivu, si je ne m'abuse, rien ne prouve qu'ils vont renoncer. Apparemment aujourd'hui, ce n'est pas au rendez-vous. Ils trouveront toujours des raisons de supplétifs. Nous aurons exactement la même attitude. Et je peux même le dire, parce que mon collègue de la communication a parlé de l'élan patriotique autour du chef de l'État, autour de la défense de notre pays. Je dirais même que, bon, pour nous, les fondamentaux de notre exigence ne vont jamais changer. Et je suis certain, je le dis, même après nous, parce que personne n'est éternel, je ne crois pas que les Congolais qui viendront demain, après-demain, vont accepter de transiger sur ce que je vous dis. Alors, vous avez posé la dernière question. Coopération. Bon, vous pouvez repartir la coopération avec le Rwanda. Ah, j'ai dit un mot sur ça. Toute coopération doit avoir des objectifs. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Quand on a soif, on la prend et on boit. Mais si on a une coopération qui ne rime à rien, s'il n'y a pas confiance, s'il n'y a pas intérêt mutuel, ben on ne coopère pas.
Mais aujourd'hui, c'est du rêve. Et je ne pense pas que dans ce pays, en tout cas pas au niveau du chef de l'État, du gouvernement, du Parlement, et encore moins c'est nos voyants combattants, personne ne rêve d'une coopération dans ces conditions-ci. Il faut créer les conditions du dialogue et les conditions de coopération. Ce n'est pas spécifique à la RDC. Même entre les individus. Quand on veut jouer à je ne sais pas quel jeu, on veut être des amis. Il faut qu'il y ait des conditions qui vous rapprochent. Donc, et qu'est-ce que j'allais dire encore en dernière analyse? Allez, attendez là. Nous sommes membres de l'Union africaine, n'est-ce pas? Il y a tout le plan, il y a ZLECAf, les objectifs, le plan 2063 et tout ce que vous voulez là. Nous sommes membres de la communauté d'Afrique de l'Est, qui est un champ de coopération élargi. Nous venons d'y adhérer. Le Rwanda est là. Où nous sommes dans cette communauté régionale et nous engageons si vous voulez, à obéir aux règles de fonctionnement, à honorer nos engagements, évidemment, gagnant-gagnant. Et il faut la coopération. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut lire le traité de la communauté. Ou alors nous disons, on ne coopère pas avec un État de la communauté, on ne trouvera jamais de compromis, alors quelque part, nous ne sommes pas conséquents. Mais, et encore une fois, on ne coopère pas dans n'importe quelle condition. Il faut que toutes les conditions soient créées. On s'adresse à nos compatriotes, on s'adresse à nos frères africains et on s'adresse au monde entier parce qu'il ne faut pas qu'on rêve que le Congo va dire qu'on coopère dans ces conditions. Non, pas du tout. Voilà, on va prendre la question de Richard Chacot et puis ce sera Félix Matuidi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux questions seulement. Au ministre Tundula, parmi les conditions que vous venez d'évoquer ici, au sujet de dialogue ou de consultation avec les groupes armés à Nairobi, vous avez dit cessation de tout soutien militaire au M23. Est-ce que vous n'envisagez pas, au-delà de consultation ou dialogue avec les groupes armés dont le M23, d'avoir aussi une tripartite Rwanda, RDC et Ouganda? Ouganda parce que, je crois qu'on l'a dit ici lors des derniers briefings, qu'il y a des soupçons qui pèsent sur les Rwandais, qui ne jouent pas franc jeu par rapport à... Qui pèsent sur l'Ouganda, vous voulez dire? Oui, oui, non, sur l'Ouganda, qui ne joue pas franc jeu par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Au ministre le porte-parole du gouvernement, nous devons saluer les bons comportements de nos voyants militaires au front, mais je veux savoir concrètement quelles sont les localités ou les entités récupérées jusque-là par nos militaires au front, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Le dialogue tripartite, n'est-ce pas? Nous n'excluons le dialogue avec personne. OK? Il faut que ce soit un dialogue utile. Il faut que ce soit le dialogue dans le respect mutuel. Il faut que ce soit le dialogue dans le respect des principes fondamentaux qui guident les relations internationales. Il faut que ce soit le dialogue qui respecte tous les instruments régionaux et sous-régionaux auxquels nous avons adhéré, qui prévalent, qui sont démises dans les organisations auxquelles nous appartenons. Je vous ai parlé de la conditionnalité. Vous me permettez de dire que les éléments que je vous ai cités, en fait, c'est le consensus unanime j'allais dire de la communauté internationale. Vous trouverez dans la déclaration du Conseil de sécurité du mois de mai, après mon passage là-bas, ce que je viens de vous donner là, vous trouverez dans la déclaration du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine les mêmes éléments. Même dans la déclaration du président de la Commission qu'il a signée il y a quelques mois, les mêmes éléments. Vous trouverez dans la prise de position
de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, les mêmes éléments. Peut-être pas exprimés dans le même vocabulaire, mais au fond, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une invention, un caprice de la RDC. Donc, ce sont des fondamentaux. Et vous trouverez aussi que tout le monde démente la tripartite RDC, Ouganda et Rwanda. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux compatriotes qui disent, bon, on ne condamne pas le Rwanda. Je vous ai l'Ouganda. Non, le Rwanda. Ah, le Rwanda. On dit que non, on n'attend pas des déclarations solennelles des institutions internationales qui citent le Rwanda. Maintenant, il n'y a que les États-Unis qui sont allés tout droit au but. La Pologne aussi. La Pologne aussi, oui. Alors, moi, je dis non. Ou je dirais si, indirectement. Le fait que tout le monde dit que la RDC doit négocier au Rwanda, avec le Rwanda et l'Ouganda, on ne cite pas la Tanzanie, pays voisin, la Zambie, pays voisin, Congo, République du Congo, ainsi de suite. Ce fait-là signifie que tout le monde sait qu'ils ont une responsabilité dans ce qui se passe au Congo. C'est simple comme bonjour. Et pour nous, ça ne pose pas de problème, à condition que ce que je viens de vous dire se fasse. Et enfin, nous retrouvons à Luanda. Nous retrouvons autour du président Uhuru, comme il a dit, qui arrive dimanche, on va en parler. Le président Lourenço arrive demain, je vous l'ai dit. L'Ouganda, avant qu'on arrive à cette période, nous avons même signé un accord de coopération pour des axes routiers importants. Et voilà, donc ce n'est pas un problème. Mais que les Congolais ne pensent pas, d'un côté, que nous allons nous laisser prendre comme ça, et de l'autre, qu'à l'extérieur, qu'on ne pense pas que bon, on fait le dialogue pour le dialogue, nous n'accepterons pas ça. Voilà. Voilà. Prochaine question, Félix Matudi. Et après, on prendra Jordan Mayenikini. Alors, sur votre question, la dernière fois, nous étions avec le porte-parole de l'armée ici. Nous n'allons pas nous hasarder aujourd'hui à vous dire qu'il y a eu tel ou tel autre résultat, parce que les opérations sont encore en cours. Dès que les opérations, parce que vous avez suivi qu'il y a eu des bombardements aériens, il y a des opérations au sol qui ont commencé. Dès que les rapports nous seront transmis, nous viendrons communiquer de manière claire, parce qu'il y a des dynamiques du front qui ne nous permettent pas de commencer à communiquer. Nous savons qu'il y a des gens qui veulent qu'on communique heure par heure, minute par minute, mais la nature des opérations nous impose à nous d'être prudents et d'attendre dès que les forces armées nous donneront les éléments nécessaires qu'il faut, nous vous communiquerons. Monsieur Félix Matudi, rapidement s'il vous plaît. Merci pour la parole. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous et une question pour les ministres des Affaires étrangères. Pour vous d'abord, les chefs de l'État venaient de recevoir une délégation des Tutsis congolais rwandophones. C'est qui un Tutsi congolais rwandophone? Bon, écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans ces vocables-là, parce que il y a beaucoup d'interprétations qui ne sont pas toujours appropriées. Moi-même, j'en fais les frais plusieurs fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Et je présume que vous, comme moi, nous avons étudié à l'école primaire ici en République démocratique du Congo. Lorsque nous étions à l'école, on nous disait que nous avons, je pense, 4 races. On a les Bantous, on a les Pygmées, on a les Soudanais, on a les Nilotiques. Qui sont les Nilotiques? Les Hutus et les Tutsis. Nous en avons en République démocratique du Congo depuis l'école primaire. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans les pièges des différents vocables à gauche ou à droite, parce que ça crée aussi celle-là des éléments de confusion. Mais ici, le président de la République, garant de la protection de tous les Congolais, a tenu à rencontrer les membres de ces deux communautés, dans le seul objectif de déconstruire les discours ségrégationnistes du Rwanda, j'insiste sur le mot, qui vient dire que voilà, nous sommes les protecteurs d'une telle communauté, au nom de quoi nous nous permettons
d'utiliser les armes pour tuer d'autres communautés et créer les drames humanitaires que nous vivons. Il ne faut pas oublier que dans les drames humanitaires que nous connaissons, qui se passent dans le Rutshuru, il y a des communautés Tutsi et Hutu qui payent le prix justement de ces comportements ségrégationnistes du Rwanda. À travers ces gestes, le président de la République a tenu d'abord, au-delà des discours que nous tenons, à rassurer les membres de cette communauté qui sont stigmatisés. Parce que le simple fait que le Rwanda les singularise, les stigmatise, c'est aussi une manière de les exposer devant notre opinion. Et donc, il y a eu ces besoins-là autour du président de la République de donner un message, de rassurer ses frères congolais. Et ils l'ont dit au président de la République, ils soutiennent les institutions de la République. Ils ont dit au président de la République qu'ils soutiennent les forces armées, qui sont nous tous, comme nous tous, sur le front dans cette guerre qui nous est une nouvelle fois imposée. Je pense que dans les cadres des émissions qui s'organisent à la RTNC, ils seront invités pour qu'eux-mêmes viennent s'exprimer. C'est ici les lieux. Je me ferai compléter par le VPM Lutundula, qui a sûrement beaucoup plus d'expérience sur le sujet, parce qu'il a été témoin de tous les processus politiques de 30 dernières années. Mais il y a un besoin qu'au niveau élémentaire, qu'on nous rappelle, on ne peut pas penser être grand sans accepter notre diversité. C'est justement parce qu'il y a des éléments de division qui viennent se réfugier sur des considérations comme celle-là, qui font que parfois nous avons des problèmes en interne et que nous avons du mal à construire un élan d'unité nationale. Vous avez suivi le président de la République en 2019 à Londres mettre un point sur la fausse polémique sur la nationalité des Banyamulenge. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être qu'on retourne à nos manuels d'histoire et de géographie élémentaires pour voir ce qui nous avait été enseigné. Lorsqu'on parle de Soudanais, les Soudanais, c'est des populations qui sont dans la partie Équateur, province orientale, qui sont les populations riveraines à la fois du côté de Centrafrique et de chez nous. Il y a les Nandé qui sont chez nous, qui sont en Ouganda. Il y a les Bemba qui sont chez nous, qui sont en Zambie. Alors, regardons la dimension du pays, regardons notre grandeur et comportons-nous comme un pays grand. Et c'est cela le message que le président de la République a donné et qui doit être bien clair. Je souhaiterais spécialement sur cette question que vous puissiez réagir, monsieur le vice-premier ministre. Je voudrais tout simplement dire qu'à travers le monde et l'histoire, les grandes nations, les nations puissantes, celles qui ont marqué l'humanité, sont celles qui ont su intégrer toutes leurs composantes et infuser en elles un vouloir vivre collectif bétonné. Faites le tour du monde, tous on a appris l'histoire universelle. C'est ça la force des nations. Et ce qui s'est passé chez le président, c'est fondamental. Mon collègue Patrice Semouyaya, Patrick, a parlé de l'assurance de la part du président. Mais c'est aussi de l'assurance de la part de nos compatriotes Tutsis congolais. C'était nécessaire aussi que ça se fasse de cette manière-là. Le chef de l'État, comme nous disons chez nous, le garant de la nation, le père de la nation, dit, nous sommes tous ensemble, intégrés, unité. Eux sont venus et ils ont parlé pour dire, nous sommes des Congolais. Oh là là, c'était bon rendez-vous, n'est-ce pas? Et donc, c'est essentiel, et je pense que tout le monde a pénétré la portée politique de cette rencontre au-delà des images de caméra de la RTNC. Il a parlé de mon expérience. Oui, vous savez, depuis les hauts conseils de la République, Parlement de transition, il y a eu beaucoup de rebondissements et nous souhaitons que la volonté du président de mettre un terme à cela, parce que, il faut le dire, Patrick Mouya l'a rappelé, le président, c'est pratiquement, depuis que nous sommes dans cette phase de renouveau démocratique, le chef d'État qui a dit à la face du monde, et il a dit la vérité, qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais, il y a des Rwandais congolais, et on peut continuer la série, Patrick. Mais bien sûr. Patrick l'a dit. Donc c'est bien ce qui a été fait. Nous n'allons pas tomber dans les pièges
de la division de la nation. Ça, et je suis fier de mes compatriotes qui ont compris cela. Le Congo est grand. Tenez-là. Nous sommes plus de 400 tribus. Il n'y a jamais eu de génocide chez nous. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Il y en a qui ont encore la mémoire plus fraîche que la mienne. C'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir. Donc nous devons continuer et je souhaite que tout le monde, rwandophone, c'est ça, hein? Mais il y a des Tutsis qui parlent les Swahili, ils sont swahiliphones. Comme il y a d'autres tribus en RDC qui sont swahiliphones. Pourquoi particulariser rwandophone? Là, on tombe dans un piège. Dans un piège, et nos amis de l'autre côté, qui font passer ça pour la motivation légitimante de leur agression dans notre pays, ils sont tombés à côté de la plaque. Nous ne céderons jamais une petite portion, une petite communauté, quelle qu'elle soit. Je ne dis pas qu'elle est petite. Nous ne laisserons jamais tomber une communauté congolaise dans l'escarcelle ou dans l'espace de l'intoxication de ceux qui nous veulent du mal. Voilà, je vais tout de suite rectifier parce que tout à l'heure, justement, quand je répondais à la question, j'ai parlé d'un lapsus. Les Hutus sont des Bantous et pas des Nilotiques comme le Tutsi. Rectification, en fait, on va prendre la question de Jordan Maïkini. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal télévisé. D'accord, merci beaucoup. C'est Jordan pour Desk Echo. Une question au ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula. En fait, l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Karega, a été obligé de quitter le sol congolais, chose faite au moment où nous parlons. Alors j'aimerais savoir, est-ce que son expulsion symbolise à ces jours les débuts de la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais? Et puis, monsieur le ministre, il y a des mouvements de la société civile qui exigent l'annulation de tous les accords commerciaux signés avec les Rwandais, ainsi que la fermeture des frontières avec cet État qui soutient les M23, qui a été prouvé. Que pense le gouvernement quant à ça? Et puis une question rapidement au porte-parole du gouvernement. Il y a aujourd'hui, nous constatons sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas que les journalistes qui partagent des informations qui causent préjudice à notre armée. Il y a aussi certains éléments des FRDC qui se donnent à une sorte de triomphalisme personnel en se filmant. Il y a par exemple la vidéo de notre pilote Takoy qui se filme avant de s'envoler pour aller bombarder. Nous avons vu sa vidéo circuler et puis il a partagé sur les réseaux sociaux des comportements qui ne sont pas dignes d'une armée qui se respecte. Alors j'aimerais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement prendrait pour mettre fin à ce genre de situation. Voilà, monsieur le vice-premier ministre. Bien, merci beaucoup. La rupture. Nous n'avons pas parlé de rupture. Vous qui avez fait le compte rendu, monsieur le ministre. On n'a pas parlé de rupture. En fait, de quoi s'est-il agi? Vous avez remarqué que l'ambassadeur Karega est resté longtemps. Mais, à partir du moment où nous observons, nous nous rendons à l'évidence, parce que l'évidence ne se discute pas, elle se constate, que les missions normales d'un ambassadeur, et de manière générale d'une représentation diplomatique, ne sont plus possibles, nous avons pris acte de ce que la présence de l'ambassadeur Karega était sans objet, était devenue sans objet. Ça veut dire quoi? Un ambassadeur ou une représentation diplomatique a pour mission 1. Entretenir, promouvoir les relations entre son pays et le pays accréditaire, le pays auprès duquel il est accrédité, le pays où se trouve la représentation diplomatique. Deuxième élément, numéro 2, c'est aider au règlement des différends, même des simples malentendus qui interviennent entre son pays et le pays accréditaire. Vous conviendrez avec moi qu'aucune de ces fonctions n'était plus remplie. Et vous avez même remarqué, lors de la conférence du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC, consacrée à la crise au Tchad, vous êtes des médias, vous avez vu que la place de Rwanda était totalement vide.
Ça veut dire quoi? Qu'on ne veut plus être à Kinshasa. Je prends la chose au bas mot. Et nous nous sommes rendus à cette évidence. Et le gouvernement de la République l'a invité à repartir, à regagner son pays, parce qu'il ne servait plus à rien. Sa présence était sans objet. Comme je le dis, je crois, à France 24. Y aura-t-il une évolution positive qui créerait les conditions de confiance, d'intérêt mutuel et qui permettrait à un ambassadeur rwandais d'être utile à son pays et à la RDC? Nous le souhaitons vivement. Mais pour le moment, je ne sais pas si je déconne, mais je ne crois pas qu'un ambassadeur sert à quelque chose ici. Et je précise que, parce qu'on nous a dit de l'autre côté, qu'eux n'appliquent pas comment dirais-je, le principe de la réciprocité et ne vont pas jusqu'à une mesure de rétorsion. Nous n'avons pas d'ambassadeur au Rwanda depuis que Maître Nkoulou a été rappelé à Kinshasa. Et donc, on ne peut pas demander à un ambassadeur qui n'existe pas de rentrer dans son pays. Nous avons appelé Madame notre chargée d'affaires parce que nous estimions aussi que, bon, on ne voit pas trop le travail qu'elle fait là-bas. Donc, il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas non plus à banaliser. Voilà. Voilà, sur votre question sur les Alors, oui, allez-y. Il y a eu une autre question, les accords commerciaux. Les accords commerciaux. Mais c'est lui qui a annoncé la suspension des accords commerciaux que nous avons décidé. Là, encore une fois, les accords vont servir à quoi? Maintenant, là, vont servir à quoi? À rien. Et le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement de suspendre ces accords-là. Ils vont rester suspendus jusqu'au moment où les conditions de coopération vont se créer. On ne se contredit pas. Je me suis évertué à vous démontrer que, bon, nous sommes dans, pour ne pas aller très loin avec de longs discours, nous sommes dans la communauté des États, la communauté d'Afrique de l'Est. Il y a toute une série de programmes de coopération. Nous sommes à la CIRGL, il y a une série d'accords, de protocoles d'accords en matière de coopération dans pratiquement tous les domaines. Donc, il n'y a pas de rupture. Et donc, annuler les accords, on n'en est pas encore là, mais il ne s'applique pas. Fermeture des frontières. Je crois que quand mon collègue de la communication a annoncé la décision du Conseil supérieur demandant au gouvernement d'obtenir de l'ambassadeur qu'il quitte, il a bien indiqué qu'une réflexion était en train de se faire en ce qui concerne la fermeture des frontières. Mais toujours est-il qu'il y a quelques mois, il a été décidé de réduire les heures de temps de circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Voilà, parce qu'il ne faut pas aller vite, il faut bien voir toutes les facettes de la décision. Alors, sur cette question, je dois revenir encore dessus. La République démocratique, d'abord, le vice-premier ministre est là, il pourra me corriger. Le président de la République ne signe pas des accords. En effet. Parce que j'entends dire souvent, le président a signé les accords avec eux. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun accord qui a été signé par le président Tshisekedi avec le Rwanda, parce que signer des accords n'est pas de la compétence du président de la République. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères ici peut l'attester. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, comme on dirait à Lingala, Nampoissa. C'était en juin 2021, au jardin de l'hôtel Serena, où il y a eu 3 accords qui ont été signés. C'est des accords basiques que nous avons avec tous les pays du monde qui concernent la double imposition, qui facilitent la transaction des affaires entre les frontières. Il y a eu entre les citoyens des deux pays. Il y a eu l'accord, je ne sais pas si je peux l'appeler accord, mais il y a eu un MOU qui a été signé entre la société Sakima chez nous et la société rwandaise qui s'appelle Dieter Limited. C'est des accords qui ont été tous suspendus. Et puis il y avait Rwandair qui opérait sur les lignes congolaises qui ont été tous en dehors de ces 3. Il n'y a pas d'accord, que cela soit bien clair, qui existe, qui aurait été signé dans le noir, dans l'imagination de je ne sais qui lierait le président de la République au Rwanda. Non, pas du tout, ça n'existe pas. Alors, au sujet des éléments FRDC qui se filment, d'abord, les vidéos que vous voyez, est-ce qu'elles sont toutes authentiques? Celle que vous avez vue, est-ce qu'elle est authentique?
Moi, je me suis référé à un officier de l'armée qui me dit, c'est des images de décembre de l'année dernière. Parce qu'il y a eu, vous avez suivi qu'il y avait un crash l'année dernière. Donc, bon, les images que vous voyez, est-ce qu'elles sont datées? Donc, ne vous hasardez pas tout de suite à prendre monnaie comptant ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous avons dit avec le général Ekenge ici qu'il y a évidemment un travail qui s'est fait au sein de l'armée, notamment sur ce qui concerne les images du front. Parce que normalement, un militaire qui est engagé au front communique avec ses supérieurs sur la stratégie. Filmer et partager, je pense qu'un militaire qui ose les faire s'expose aux poursuites, notamment au sein de l'armée, parce que vous dévoilez vos positions, parce que l'ennemi peut avoir les possibilités technologiques de situer là où vous êtes, de vous attaquer. Et donc ici, c'est d'exhorter. Même quand vous recevez ces vidéos, c'est de réfléchir par deux fois, c'est de poser des questions. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde devient source d'information, mais une information n'est véritablement crue que lorsqu'elle est portée par un média ou une source officielle. Et donc, on peut considérer que les autres ont le droit de se tromper parce qu'ils n'ont pas les critères professionnels que vous observez, mais vous avez toujours l'obligation de prendre la précaution avant de dire. Mais l'exhortation a été faite au niveau de l'armée pour que les militaires qui sont engagés au front s'abstiennent de partager des vidéos telles que nous voyons sur les réseaux sociaux parce que ça risque de compromettre leur sécurité. On va prendre la question des Innocent Olenga et Paul Matendo se prépare et puis on prendra les deux dernières pour terminer. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais qu'on rentre à Luanda avec le VPM Lutundula. Rapidement, justement. Rapidement. Vous avez dit qu'entre les services de sécurité rwandais et congolais, il n'y a pas eu de communiqué final parce qu'il y a eu des divergences. Quelles sont ces divergences? Et puis deuxième question, rapidement aussi, les officiers de liaison rwandais, congolais, angolais vont se retrouver à Goma pour quel travail? Au ministre Mouyaya, Sonia expulsée alors qu'il y avait une demande d'accréditation sur votre bureau. Comment vous justifiez ça? Nous parlons de la sécurité du pays. C'est bien plus important, mais bon, parce que les gens insistent, j'y reviendrai, mais à la fin. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, divergence. J'en prends deux. L'appel au cessez-le-feu, c'est assez compliqué. Nous nous disons, le M23 doit cesser ses activités criminelles, cesser ses attaques. Et hop, doit repartir vers ses positions antérieures. C'est un mouvement terroriste. OK? Une armée nationale, quel qu'en soit le pays, a pour mission principale de défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté de son pays, de protéger les populations et les institutions légalement établies. Nous estimons qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas mettre un mouvement rebelle au même niveau qu'une armée nationale. Et dire à l'armée nationale, mesdames et messieurs, croisez les bras, on occupe le territoire national, les compatriotes sont déplacés, les institutions locales, ça ne fonctionne pas. Là, on n'est pas devant une armée nationale. C'est une démission inacceptable à la limite de la trahison. Donc nous disons, il n'y a pas à faire cet équilibrisme de mauvaise loi et insensé. Il faut appliquer la feuille de route, appliquer le processus de Nairobi et ce tronc commun de la communauté internationale. Là, c'est pas mis d'accord.
Et puis il y a la question relations diplomatiques. Les chefs de service ont dit que les questions diplomatiques, ce n'est pas leur travail, c'est le travail des politiques. Voilà des points d'achoppement importants. Il y a une autre chose, mais le temps nous est compté. Officier de liaison, il faut partir de la feuille de route. Pourquoi avons-nous créé le mécanisme ad hoc? C'est parce que, le Rwanda dit que nos officiers, en tout cas notre armée, traite avec les FDLR. Vous connaissez notre point de vue là-dessus, c'est du bluff. Nous nous disons, vous soutenez les M23. Vous connaissez la réalité, rapport des experts commis par les Nations Unies, pour ne pas tirer à longueur. Alors, nous avons dit, ok, chaque fois qu'il y a des accusations de ces gens-là, nous avons le mécanisme conjoint élargi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui fonctionne. Et lorsqu'il y a des rapports de ce mécanisme, même à la demande de Rwanda, le Rwandais conteste ce rapport, ils ne l'ont jamais accepté, même quand il s'agit de leur conflit avec le Burundi. Alors, en ce moment-là, ne tournons pas en rond. Nous disons, nous sommes avec le président Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, nous allons constituer un mécanisme ad hoc. C'est pour, j'allais dire, la conjoncture, la gestion de la conjoncture conflictuelle, les accusations mutuelles. OK? Alors, c'est ainsi que nous avons confié la tâche à l'Angola, dans la suite de la médiation confiée à son président. Et lorsque l'Angola a désigné l'officier, le général Joao, il nous a demandé la collaboration de nos deux armées, l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Elle se fera par un officier, c'est pour ça qu'on l'appelle officier de liaison, de notre côté et de l'autre côté. Et d'ailleurs, lorsque les services se sont réunis, il y a eu aussi cet aspect, comment on va travailler avec l'équipe d'observation de l'Angola, parce que, bon, me dites-vous bien que si un pays ne veut pas collaborer, ça sera difficile que ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, vous avez ce mécanisme d'observateurs que nous tous, nous avons accepté, j'ose dire neutre, qui vont nous dire si effectivement il y a une collaboration avec les FDLR qui sont où. Et à Luanda, la semaine dernière, nous avons même prévu que le mécanisme travaille avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, dont vous savez quelle est l'institution des Nations Unies spécialisée en la matière et qui a toujours été présente en pareilles circonstances. Voilà le boulot. Voilà, on va prendre rapidement Paul Matendo. Je préfère que Eric Izami, Béa Kabamba et Gilles Yofundi pour terminer Stéphane, vous avez posé la question la dernière fois. Merci beaucoup. On va prendre les 4 dernières questions pour terminer parce que nous devons libérer l'antenne. Oui, monsieur Paul Matendo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le VPM, Innocent a pris ma première question sur les divergences. Merci pour la réponse. Petite question, qu'est-ce que le gouvernement congolais attendrait du comité des sanctions des Nations Unies? Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, dans la province du Kwilu, on continue à compter des morts. Le dernier village qui a été attaqué à moins de 48 heures, c'est le village Mayala. Et le village Mayala, c'est en face de la commune de Maluku. L'administrateur du territoire de Bagata, comme c'est dans Bagata, en appelle aux autorités compétentes pour mettre fin à cette situation. Qu'est-ce qui devrait être fait en principe? Merci. Merci. Allez-y, Eric Izami. Oui, par le VPM des Affaires étrangères, nous avons appris ici une sagesse de chez lui au niveau du centre du pays, Sankourou. Il nous a dit, l'ami qui ne vous a jamais vu avec une flèche, il ne vous respectera jamais. Moi, je suis dans la durée. Merci pour les prouesses, merci de nous rassurer, merci pour tout ce que vous faites. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour maintenir ces bel élans que de pouvoir faire peur à ceux qui nous en veulent toujours. Au ministre, au porte-parole du gouvernement, il y a 2 jours, si je ne m'abuse, on a vu venir une délégation des experts du Conseil des Nations Unies, notamment chez le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et il y a M. Xavier Michel Biang, qui est un frère africain gabonais, qui a dit
que le Congo, Kinshasa, n'était pas concerné par cette affaire d'embargo. Je voudrais avoir votre explication à ce propos. Et puis, que répondrez-vous à ceux des Congolais qui pensent que la plupart de nos centres qui formaient par ailleurs nos vaillants soldats, je parle par exemple de Kotakoli, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que ça doit être révigoré pour que l'on puisse avoir, un peu comme disent nos frères ivoiriens, des garçons? Merci. Oui, merci, M. Beyar Kabeya. Ma question s'adresse au VPM le Tundula. C'est vrai, vous l'avez dit, les militaires kenyans sont déjà là et les Burundais. Alors, en dehors de ces deux pays-là, quels sont les autres pays de l'Afrique de l'Est qui vont encore envoyer leurs troupes au Congo? Merci. Voilà, la dernière question. Gilbert Fundi, éditorial 7.net. Excellence, j'ai une question pour vous. Le front médiatique. Sur les réseaux sociaux, nous constatons la multiplicité de pages Facebook et comptes qui parlent en mal de notre armée. Et que prévoyez-vous pour contrecarrer ces mauvais élans ou cette mauvaise campagne médiatique sur Twitter et sur les réseaux sociaux? Merci. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre. Bien, merci beaucoup. Comité de sanctions, j'entre un peu dans la question qui vous a été d'ailleurs, c'est vous posée. qui êtes mieux placé pour y Oui. répondre sur... Brièvement, la parce question que le d'embargo. temps nous est compté. En fait, l'affaire des sanctions, lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années, partait d'une considération. C'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divulgation des armes dans la région, de manière générale dans la région, à travers les groupes armés. Pour la divulgation de ce groupe armé et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient. C'était destiné aux groupes armés. C'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire. Et en ce moment-là, nous aussi, on était, j'allais dire, directement concernés. Il fallait déclarer les armes que nous achetons. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, avant Sad City et tout, le gouvernement était considéré aussi comme belligérant. J'essaie vraiment de ramasser des idées pour qu'on gagne du temps. Mais avec l'évolution politique de notre pays, qui a fait que finalement, on a eu des institutions légitimes, constitutionnelles et tout, et c'était resté uniquement pour éviter que le groupe armé acquiert de moyens militaires, acquiert des instruments de guerre, des instruments de leurs activités criminelles. Et ça a évolué. Alors, une certaine conception a prévalu en considérant, oui, lorsque la RDC achète des armes, ces armes sont récupérées par le groupe armé. Donc, même au niveau de la RDC, il faut contrôler les acquisitions. Ça a continué. Et là, ça permet de répondre à la réponse de l'ambassadeur du Gabon. C'est que, dernièrement, cette année, j'ai oublié exactement la date, quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, où on a confirmé, on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Retenez bien cette précision, par ceux qui nous vendent les armes. Ce sont eux qui déclarent. Et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme les affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe.
Voulait-il dire que ne pas concerner dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Je crois que ça doit avoir été le 20, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Ça signifie quoi? Au niveau le plus élevé des Nations Unies, le secrétaire général, la plus haute autorité politico-administrative, on dit que l'M23, pour ne pas le citer, a des armes sophistiquées et il est vraiment une armée conventionnelle, classique. Et quand on dit, mais ces armes viennent d'où? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça vient de quelque part. Nous disons, ça vient de Rwanda. Ça ne fait pas de doute. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat à l'M23, il a des gens qui lui donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'était pas une façon de nous affaiblir? Ce n'est pas une façon de nous affaiblir. Je n'ose pas dire de complicité, non. Je ne vais pas dire ça, je suis ministre des Affaires étrangères. Mais la conséquence logique palpable, c'est qu'on nous affaiblit. Est-ce qu'il y a de la cohérence? C'est la question que nous posons aux Nations Unies. 2. Nous sommes avec la MONUSCO ici, avec les Nations Unies ici, qui, avant la détérioration de la situation actuelle, à un moment donné, menaient des opérations avec les FARDC. Est-ce que ces gens de la MONUSCO ont déjà présenté des armes qu'on a achetées, qu'on a remis à tel ou tel groupe armé? Et puis ils sont là. Maintenant, nous avons le mécanisme conjoint qu'on a mis en place. Je viens de vous en parler. Il y a les armées des pays de la communauté qui se déploient. Est-ce qu'il y a une raison qui puisse penser que nous qui sommes concernés, nous avons, je ne sais pas comment, des armes à feu? Tout à fait. Et on se présente au front. Est-ce qu'il y a une logique? Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous comme commandant suprême de forces armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible, et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas
un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas quoi, qui agresse. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est ce que nous demandons. Alors, les autres pays, bon, disons qu'à ce stade, il y a le Burundi et le Kenya. La Tanzanie considère que, et avec raison, il a des troupes dans la force de la brigade d'intervention rapide des Nations Unies, de la MONUSCO. Et comme la SADC est prête à réactiver comment ça s'appelle ça, la brigade d'intervention, la Tanzanie dit, je suis là. Et je suis prête à faire ce qui a été fait avant. Donc quelque part, la Tanzanie nous dit, je suis là. Bon, nous avons le Rwanda, l'Ouganda. Bon, nous avons l'accord que vous connaissez. Bon, je n'aime pas aller trop là-bas parce qu'il y a à boire et à manger. Le Soudan du Sud étudie la possibilité de se déployer de son côté. Quel autre pays? Le Rwanda, vous savez que nous avons refusé, c'est normal. Le président Kagame ne peut pas dire, comme l'a dit le président Tshisekedi d'ailleurs, où on est hostile à nous, et ainsi de suite, et tout ce qui se raconte autour de ça, et dire que bon, j'amène mes militaires là-bas. Ça, c'est aller encore attiser les feux, et c'est pas logique. Donc voilà la situation. Mais aujourd'hui, nous sommes là, vous suivez la situation, et je réponds à la question, c'est la dernière question. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour maintenir l'élan qui a commencé? Le gouvernement a un programme à long terme. Le chef de l'État l'a dit, le Premier ministre l'a dit devant la représentation nationale. Il ne se discute pas. Nous avons un programme de refondation de notre armée et je crois, si je ne m'abuse, c'est peut-être pour la première fois que nous avons une loi de programmation militaire. Tout à fait. Qui a été votée, et c'était une ordonnance loi qui a été ratifiée. Et nous sommes en phase d'application. Le budget va être voté, parce que la loi de programmation, c'est ce qu'on va faire, ça coûte combien, et ainsi de suite. Nous sommes en train de négocier tout. Donc, même en dehors de ce qui se passe maintenant au Kivu, qui va se terminer. Nous n'allons pas céder cette fois-ci, il faut que ça termine définitivement et que nous puissions nous retrouver dans la position de travailler avec nos frères des pays voisins, dans les bonnes conditions, dans la confiance mutuelle, comme je vous ai dit. Nous allons continuer, c'est un programme qui doit durer pour que nous ayons vraiment une armée puissante et dissuasive. C'est à cette condition que nous serons tranquilles. C'est autant rappeler peut-être le président Mobutu qui disait qu'il n'est pas facile d'être le Zaïre. Et pour être le Zaïre, il faut avoir, si vous voulez, une force de frappe qui vous protège. Voilà. En effet, 10 000 km de frontières, avec tout ce que nous avons comme potentiel, on a besoin d'avoir une grande armée. D'ailleurs, il faut que les jeunes répondent massivement à l'appel du gouvernement parce qu'il nous faut une armée. 500 000 ans, pourquoi pas 1 million d'hommes si nous sommes 100 millions d'habitants? Il faut qu'on y arrive parce que ce sera qui nous fera véritablement respecter. Alors, je veux ramasser rapidement les questions qui m'ont été posées. Paul Matendo, aujourd'hui encore en Conseil de ministres, nous sommes revenus sur la question parce que vous savez qu'il y a les forces armées de sécurité qui se sont déployées sur les lieux. Il y a des opérations des ratissages qui se font. Il y a des groupes résiduels qui continuent effectivement de s'aimer mort et désolation pour lesquels les actions sont en cours. De toute évidence, la détermination pour nos forces armées est bien claire sur le sujet. La sécurité sera rétablie, pas seulement la sécurité, parce que nous regardons aussi de manière étroite la situation humanitaire. Et le ministre Mouting a ici été rendu. Je crois qu'il y suit de près pour s'assurer que les questions trouvent des réponses. Il y a aussi la question des réfugiés. Certains sont à Brazzaville. J'en discutais encore à Sharm el-Sheikh avec la gouverneure Itabola sur toutes ces questions, en tout cas au plan sécuritaire. Lorsqu'on parle de la situation à l'Est, on parle aussi de la situation de Kwamout. Alors, sur la question d'Éric Izami, le vice-premier ministre a répondu, revigorer nos centres d'entraînement, c'est ce qui a été dit ici. Et d'ailleurs, comme nous sommes revenus, nous pourrons planifier une journée où nous allons visiter les centres d'entraînement de militaires pour voir le parcours que suivent les recrues, pour voir dans quelle mesure notre armée a des structures organisées qui permettront de mieux encadrer ces jeunes. Alors il y avait la question de Innocent Olenga. Non, avant celle-là, il y avait la question des Fundi, multiplicité de comptes qui parlent mal de notre armée. Ici, il faut savoir que nous sommes dans une guerre. Ce n'est pas pour rien que nous parlons
de front médiatique, de front judiciaire, de front militaire et des fronts diplomatiques. Les autres utilisent leurs arguments avec les réseaux sociaux. C'est facile de créer un compte et c'est facile de trouver de relais parce qu'il y a toujours une propension à relayer des mauvaises nouvelles. Mais c'est pour ça que de manière régulière, nous organisons des séances avec vous et c'est pour ça que nous vous invitons, qui êtes des sources authentifiées, et tous les compatriotes qui nous suivent, à vous méfier de tout ce qui s'est dit. Nous tous, nous savons que nous avons des difficultés, mais jamais vous ne verrez un enfant critiquer un parent, surtout pas publiquement. Et donc nous tous, nous devons avoir beaucoup d'égard et de respect pour ces hommes en uniforme qui se sacrifient pour nous. Chaque jour, il y en a qui se blessent, il y en a qui décèdent, qui laissent femmes, enfants et familles. C'est des projets de vie qui disparaissent. Nous devons tous, par respect que nous devons à nos militaires, nous assurer que nous faisons l'économie de certaines critiques, surtout en ces temps particuliers où la République compte sur eux parce que c'est eux dans l'organisation de la République qui doivent faire la guerre. Et donc que cela soit bien clair. Alors sur la question des innocents Ndenga, pour terminer, je n'avais pas prévu d'ailleurs de faire un quelconque commentaire parce que ce qui est arrivé avec Sonia est vraiment regrettable. Regrettable à tout point de vue. Parce que aucun journaliste congolais ne se serait permis d'aucune manière d'afficher une telle attitude en France. Cela doit être bien clair. Parce que, après avoir lu, j'étais dans des réunions à Sharm el-Sheikh, j'ai vu les communiqués du bureau conjoint, j'ai appelé M. Aziz Thioy pour lui faire la remarque. Lorsque vous êtes dans des conditions où la police des étrangers estime que vous êtes en situation irrégulière, elle n'a pas d'abord été expulsée parce que dans les jargons du secteur, l'expulsion suppose une ordonnance, ce qui n'était pas le cas. Elle a été ramenée à la frontière. Mais quand on dit Manu Militari, de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont revenus? Il y a 12 qui sont revenus il y a 2 jours. Elle est repartie en business class. De quoi on veut nous parler? Il faut que nous tous ici, je fais l'économie parce que je ne voudrais pas parler des trafics d'influence, de tout ce que j'ai eu comme pression. Pour une question d'accréditation est une question administrative. Il y a des contrôles de routine qui se font. Depuis le 10 octobre, je pense, parce qu'elle m'avait appelé avec insistance, je lui avais dit que les rapports qui m'ont été faits, on ne sera pas en mesure de lui accorder son accréditation. Et donc, à partir de ce moment-là, parce qu'elle savait que son visa courait, elle aurait pu repartir, quitte à faire un recours et voir dans quelle mesure on pourra continuer l'examen et être sûr qu'elle est dans les conditions pour revenir prester. Parce que nous, on a fait le choix d'ouvrir notre espace. Depuis le début de l'année, on a accordé plus de 300 accréditations. Ça n'a jamais été un problème. Et aujourd'hui, lorsque j'ai lu des considérations qui, je pense, ne sont pas d'abord vérifiées, parce qu'il y a une procédure. Lorsque le journaliste doit venir dans un pays, il ne faut pas nous priver du droit que nous avons de travailler, de vérifier certains cas. Vous avez suivi récemment qu'il y avait un cas d'un journaliste américain. Il y a eu des problèmes au niveau de... Donc, nous sommes en droit de vérifier tous les cas qui nous sont soumis. Et lorsque, pour certains cas, nous estimons qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et s'il y a des voies des recours, les voies des recours peuvent être faites parce que c'est Reuters qui a sollicité une accréditation pour Madame Sonia. Après, mettre en doute nos services qui ont fait leur travail, les accuser et les mettre à la barre de cette manière, ce n'est pas décent. Aucun Congolais ne se permettrait de le faire. Et donc, il est important, et j'aurai une réunion la semaine prochaine, j'espère, avec les diplomates, ici, pour qu'on discute de ces questions, parce que nous avons fait le choix, et le président de la République l'a dit clairement au cours des États généraux, de faire de progrès en matière de liberté de la presse. On n'a pas besoin qu'on nous donne des leçons sur ces sujets-là, parce que nous-mêmes, nous y croyons avec conviction. Mais la liberté de la presse doit s'organiser suivant des normes. Et lorsque vous êtes un étranger, vous voulez aller travailler dans un pays tiers, vous devez vous soumettre aux règles de ces pays. D'abord, vouloir lier une expulsion qui est purement
de la compétence de la police des étrangers. D'ailleurs, ça vous donne une occasion de vous documenter davantage, parce que j'en dirai pas plus, pour comprendre comment cela se passe. Mais pour ce qui concerne la profession, s'il y a de réserves, il faut accepter et voir dans quelle mesure vous pouvez faire un recours, et nous, on va analyser. Mais vouloir, à partir de ce moment-là, faire un scandale, comme cela avait été annoncé, pour penser nous salir, mais cela ne servira à rien, parce que cela ne va pas nous ébranler dans la ligne dans laquelle nous sommes, de consolider notre démocratie avec une liberté de la presse qui s'exerce, avec les respects des règles qui se font à tous les niveaux, parce que les journalistes, je le rappelle, personne d'entre nous n'est au-dessus des règles et de la loi. Il faut que cela soit bien clair. Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie de votre participation à cet exercice de redevabilité, et j'espère que nous allons revenir le moment venu pour être sûr que nous donnons les informations les bonnes à tous les compatriotes qui nous suivent. Merci à vous de vous être déplacés, et toutes nos excuses encore une fois aux téléspectateurs de la télévision nationale qui suivront le journal avec un retard, mais comprenez la situation et la matière qui devait être communiquée aujourd'hui nécessitait que nous prenions ce temps. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Je vous en prie. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la DGE, Direction des grandes entreprises, CDI, Centre des impôts et DPI, siège modélisé et modernisé des directions provinciales des impôts, le paiement du 3e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021. Au plus tard, le jeudi 30 septembre 2021, cet acompte représente le 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2020, augmenté de suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Aussi, compte tenu de la pandémie de la Covid-19, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement. Retrouvez toutes les adresses sur www.dgi.gouv.cd. Notez bien, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Désormais, pour tout paiement des impôts, téléchargez vos déclarations sur www.dgi.gouv.cd, déclaration sécurisée. Message de la Direction générale des impôts.